D'abord, je vous remercie. Je suis très ému par l'invitation qui m'a été faite pour parler de ce sujet. Je suis très honoré aussi d'écouter vos compliments par rapport à la compétence, etc. J'espère que on sera digne un peu de vos mots. Je suis aussi, je vais intervenir, comme vous avez dit, en tant qu'expert, mais aussi en tant que jeune. Un peu, on est de la même génération, Hind et moi. Et la vérité, moi, je savais même pas qu'on avait des plans quinquennaux au Maroc. Je connaissais, pour moi, les plans quinquennaux, c'était dans les livres, dans les manuels d'histoire. On avait, pardon, excusez-moi. Pour moi, les plans quinquennaux, il y avait les plans quinquennaux soviétiques, il y avait les plans quinquennaux de la 4ème République et de la 5ème République. Et le fait d'en avoir ici au Maroc, ça montre aussi qu'on copie un peu ce qui se faisait un peu autour en France. Euh, et c'était aussi un signe un peu de l'état d'esprit dans lequel il était. Mais en gros, c'est assez difficile évidemment de faire une lecture sans s'inscrire dans le contexte de l'époque. Et, euh, et donc le format justement de cet exposé s'inscrit aussi dans ce contexte-là. C'est aussi évident que ça s'inscrit au moment de la construction de l'État marocain. On parle vraiment des bases d'un nouvel État, de la réforme agraire, les institutions, l'année 59 évidemment. Et donc on ne peut pas sortir ça de ce contexte-là. Mais néanmoins, finalement, il y a quelques éléments qui sont assez importants. C'est un modèle de développement. En fait, c'est une note de cadrage pour un modèle de développement. Et cette note de cadrage, en fait, correspond à une économie qui est basée sur, et qui a été laissée à l'époque du protectorat, sur les secteurs primaires. On a de l'agriculture, on a les mines, c'est ça nos sources de production. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi dans les pays sous-développés, en fait, ou en Afrique. C'est ça la base. Tant qu'on n'a pas passé à une nouvelle étape de valorisation, etc., on part de cette base-là. Et c'est l'époque-là, et c'est cette base-là qu'on avait. Et donc tout ce modèle de développement a été fondé sur ça. Comment passer de cette base-là à une société plus économiquement plus viable et qui s'inscrit par rapport à un modèle d'émergence. D'ailleurs, on parle de croissance à un moment où finalement le PIB il avait peut-être 3 ou 4 ans d'âge à cette époque-là. Et donc on veut avoir cette croissance-là pour rattraper on va dire des économies un peu plus matures. Maintenant, ceci étant dit, moi, il y a trois choses qui m'ont vraiment interpellé dans ce texte, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Et il y a vraiment des éléments assez intéressants. Dans la première, tu as parlé tout à l'heure de cette question sur les pioches, etc. Moi, c'est la cohérence, en fait. Et ça, c'est assez important par rapport à aujourd'hui. Et en fait, c'est le rôle d'un ministre de l'économie qu'on n'a plus eu depuis pas mal de temps. Et cette cohérence-là, elle est assez importante. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait trois problématiques, ils ont été assez clairs. L'emploi, la balance des paiements et un peu le milieu rural. Et toutes les solutions qui ont été faites à ce niveau-là sont par rapport à ça. Et donc quand il parle aujourd'hui des pioches, etc., c'est par rapport à ces problématiques. Donc il y a trois focalisations et c'est assez clair. Le tourisme, c'est par rapport à ça. L'agriculture et la réforme, c'est par rapport à ça. Et donc faire travailler aussi, moi, il n'y a pas que ça qui m'a... C'est des solutions qui sont aujourd'hui de faire dire on va faire travailler les gens gratuitement sur leurs infrastructures qu'ils vont eux-mêmes utiliser. C'était assez cohérent par rapport à la situation de l'époque. Donc cette cohérence-là, je pense qu'on l'a perdue dans les politiques sectorielles qui ont été faites et dans l'allocation en fait aussi des différents budgets, des différents potentiels. La deuxième, évidemment, grand point qui m'est assez important, c'est cette notion qui est assez étonnante pour moi de dire, et en fait qui est assez compréhensible à l'époque, de dire qu'il faut faire confiance qu'à nous-mêmes. Que finalement c'est nous et c'est le développement va se faire par le Maroc. À nous-mêmes. Et c'est le Maroc, en fait, par les compétences du Maroc et par le capital du Maroc, qu'on va réussir à se développer. Et c'est peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Moi, j'ai peut-être une réflexion assez différente par rapport à cette période-là. Mais là aussi, il y a une cohérence par rapport à ça. La protection douanière, l'échange, enfin le régime de change qui a été fait, comment dire, la protection, évidemment, le protectionnisme à ce niveau-là. Mais c'est tout à fait logique avec le discours d'indépendance de l'époque. Et donc, euh, pour pouvoir avoir en fait ce discours-là, ben, ça a une implication aussi sur des décisions qui parfois, nous, 60 ans après, à notre génération, nous paraissent parfois un peu décalées. Et puis le troisième point qui est pour moi beaucoup plus important, et je pense que c'est une des raisons, et j'en parlerai un peu dans la deuxième partie, c'est le rôle de l'État, et je pense que ce discours-là, enfin cet extrait, a posé quelques fondamentaux, et que peut-être qui fait qu'aujourd'hui, à 60 ans après, on est à des décisions.
Et peut-être que c'était bon à l'époque et qu'il n'a pas été revu. Et je pense que le rôle de l'État tel qu'il a été perçu, tel qu'on le perçoit là, est un rôle extrêmement central, extrêmement fort, extrêmement aussi, alors de planification, assez importante, mais pas uniquement de planification, de régulation, d'opération et même de faire pour les autres. Donc extrêmement dirigiste. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on se dit, ben, ça a posé un certain nombre de bases par rapport à une philosophie de l'État et qui peut-être aujourd'hui, par rapport à certaines, comment dire, certains autres modèles, peuvent être questionnables. Mais est-ce qu'on a questionné un peu ces éléments-là par rapport à ce rôle de l'État? Typiquement, quand on parle de la réforme agraire ou de l'éducation, ou de dire c'est l'État qui va expliquer aux paysans ce qu'ils vont faire. C'est l'État qui va subventionner aussi les hôtels. C'est l'État qui va faire les pioches si personne ne va les faire, etc. Donc ça, c'est un rôle où l'État va en fait au-delà, va même. Alors même si évidemment, il dit que, enfin, Feu parle du rôle du privé dans le modèle de développement, mais si le privé n'est pas là, c'est l'État qui doit le faire. Et c'est assez intéressant parce qu'on en parlerait peut-être dans le futur. Ben, on verra par rapport aux contraintes, parce qu'il a également parlé des contraintes financières et de ressources. Ben, peut-être que ce n'est pas faisable. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, 60 ans après, avec la croissance démographique, avec tout ce qui s'est passé aussi, ben, on n'est plus capable aujourd'hui d'avoir un État aussi fort. Sinon, on est, en fait, c'est tout notre modèle économique qui est en danger et en fait. Voilà. Remercier un peu toutes les interventions précédentes. Franchement, j'ai énormément appris. Et je me suis rendu compte en fait qu'on ne connaît pas grand-chose aussi, nous, notre génération, de toute cette partie de l'histoire. Et d'ailleurs, en fait, quand j'ai lu, cet exposé, en fait, j'ai dû revoir la date en fait. Tellement c'était assez étonnant et choquant de voir les similitudes avec la situation actuelle. On parle de code d'investissement. Il n'y a même pas une semaine où à l'université de la CGEM, il y avait le ministre Moulay Hafid Alami qui nous parlait du code de l'investissement. La charte de l'investissement, ben, à peu près similaire. Qui n'est pas encore sorti, 60 ans après. Enfin, il y a eu il y en a eu une il y a 15 ans, il y a 20 ans, quelque chose comme ça. C'est la révision. Mais bref, on parle le premier point autour de l'éducation, sur le choix de modèle d'éducation. Quand on choisit un modèle, on est encore en train d'en parler au Parlement, il n'y a même pas. Donc énormément de sujets à ce niveau-là. Le tourisme, là on parle encore des subventions aux hôtelleries, à la rénovation. C'était déjà il y a 60 ans. Et donc, en fait, énormément de similitudes. Là, on voit ces similitudes-là. Sur l'agriculture, on a parlé de la modernité par rapport à pilier 1, pilier 2, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il y a peut-être 2 ou 3 choses. Une façon de voir les choses, c'est de dire, bon, on a perdu 60 ans. Il y a 60 ans de tâtonnement. Et finalement, on n'a toujours pas trouvé les réponses à ces questions. C'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire, finalement, dans un modèle de développement, ces thèmes-là sont classiques. Il va falloir parler d'enseignement. Ces thèmes-là sont classiques. Enfin, ce sont des briques naturelles d'un modèle de développement. Donc, on va devoir parler de code d'investissement. On va devoir parler de stimulation de l'investissement privé. On va devoir parler de l'agriculture. On va devoir parler de l'éducation, ce genre de choses. Puis après, j'ai relu plusieurs fois le texte. Et puis moi, il y a un passage vraiment qui m'a marqué, on n'en a pas parlé. Enfin, M. Bobby dit, dans le domaine, à un moment, vraiment quand il parle de la réforme de l'administration, dans le domaine des administrations techniques et économiques, le gouvernement marocain indépendant a modifié le moins possible la situation qui existait lors de son accession. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est resté, finalement, sur des codes qui datent depuis l'indépendance, enfin, depuis moins que l'indépendance. Et c'est une vraie problématique. Combien de codes aujourd'hui datent encore de l'IoT? On nous en parle encore. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il n'y a pas de parti de droite. Ben, peut-être que les lois ne peuvent pas le permettre aujourd'hui. Aujourd'hui, en termes de régulation, c'est quand même assez impressionnant le nombre d'agréments qu'il y a, la difficulté du doing business au Maroc. Et finalement, on est dans une économie qui se dit ouverte, mais avec finalement un investisseur qui n'est pas libéré. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui énormément d'investisseurs marocains qui sont à l'étranger. Quand on va maintenant dans les startups, à Station F en France, 20% des gens à Station F sont marocains.
Pourquoi aujourd'hui au Maroc, il y a 2 millions de dollars d'investissement aujourd'hui dans les startups uniquement, contre 100 millions au Nigeria, 80 ou 30 millions au Sénégal, et nous on est à 2 millions au Maroc. Alors avec toute l'élite que nous sommes en train de produire, c'est assez impressionnant. Et donc en fait, je pense que ce qui s'est passé, finalement, c'est que le modèle, vous avez parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé du modèle politique qui fait le modèle économique, etc. La réalité, c'est qu'on est resté sur un modèle qui n'est pas adapté à notre pays et à notre situation, y compris dans le modèle de solidarité, y compris dans ce modèle-là. L'impôt aujourd'hui tel qu'il est perçu, aujourd'hui est très... fait un fardeau énorme sur la classe moyenne, évidemment, mais surtout, quand on voit par exemple aujourd'hui les dépenses de santé du pays, par habitant, c'est 160 dollars par habitant, dont la moitié est déjà payée par la personne elle-même. C'est peut-être 15 fois moins que la France, c'est peut-être 3-4 fois moins que l'Espagne. Donc même si on multiplie, on multiplie par deux l'assiette fiscale, etc., ça ne sera pas suffisant pour arriver à un niveau de santé qui soit suffisamment bon. La même chose aujourd'hui, sur la TVA aujourd'hui qui est collectée au Maroc, c'est impensable que la TVA collectée à l'importation est supérieure à la TVA collectée au niveau de la... C'est impensable. Ça veut dire que nous sommes dans un milieu en fait, où l'économie informelle est extrêmement forte. Et donc c'est impensable aujourd'hui, par rapport au système économique tel qu'il a été designé, d'arriver à un certain développement. Donc la seule façon, à mon avis, de voir les choses, c'est peut-être de revoir certains dogmes. D'accord ? Et je vais être assez provocateur, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que je suppose, mais aujourd'hui, M. Chami tout à l'heure a parlé des cabinets étrangers qui ont fait des stratégies. Il se trouve que je faisais partie d'un de ces cabinets-là. Et il y avait dans ces discussions-là un certain nombre de dogmes. Par exemple, quand on a parlé de l'agriculture, sur l'autosuffisance alimentaire, ou sur l'autosuffisance énergétique, ou sur le fonctionnariat, ou sur, je vais être même plus, sur l'école publique gratuite, ou la santé publique. D'ailleurs, Monsieur Bobid, enfin Feu Bobid, parlait déjà de la santé payante dans le texte à ce moment-là. Donc, ce type de choses-là, si on ne prend pas en compte en fait la base même de notre réflexion, peut-être qu'il y a des choses qui, peut-être qu'on n'arrivera pas à ce modèle de développement et on fera encore des aménagements à la marge et on restera sur des choses. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de quelques solutions. En fait, par rapport à cette question de l'entrepreneuriat, nous, moi, c'est un peu le métier dans lequel je suis. En fait, libérer l'entrepreneur est une des priorités. Aujourd'hui, l'État, on se le voit, ne sera pas capable aujourd'hui d'apporter des solutions tout seul. Et donc, le rôle de l'État doit pouvoir changer. Et donc, d'abord, il faut qu'il soit plus attractif pour l'État là. Et donc, pour qu'il soit plus attractif, il faut que son rôle soit focalisé sur de la planification, sur de la régulation du marché, pas sur l'opération, mais sur de la bonne régulation et de la bonne planification. Et donc, resserrer largement l'État pour que nos recettes fiscales soient suffisantes pour attirer les bons talents à ce niveau-là. Et deuxième point à ce niveau-là, c'est libérer l'entrepreneuriat par trois choses qui paraissent pour moi assez importantes. La première chose, c'est déréglementer. Aujourd'hui, que ce soit sur l'éducation, sur l'inclusion financière, etc., les solutions existent dans les milieux, dans les pays en voie de développement, qui sont très adaptés au Maroc, mais aujourd'hui, il n'y a aucune fintech qui est capable, par la loi, d'être implantée au Maroc. Impossible. Aujourd'hui, si on prend le plus grand accélérateur mondial, il y a 10 startups africaines qui ont été sélectionnées cette année. Sur les 10, il n'y en a aucune qui serait légale au Maroc. Aucune. C'est quand même assez incroyable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous faites comme proposition pour déréglementer dans le code des investissements? Parce que le code est en pleine Exactement. Moi, ce que je ferais de façon très simple, c'est quelque chose que je dis de façon... Je ferais comme la Géorgie. La Géorgie, il y a 15 ans, elle a fait quelque chose d'assez clair. Elle a pris il y avait 1000 lois, 1000 agréments. Elle a du jour au lendemain supprimé 90% des agréments. Elle est passée à un cahier de charge. Très simple. Et c'est extrêmement faisable et plusieurs pays l'ont fait. D'accord ? Déréglementer de façon assez forte. Premier point. Deuxième chose, et évidemment, en plus de la déréglementation, simplification. Il y a des discours royaux qui ont été dits sur la simplification, qu'est-ce qui s'est passé à ça ? Pardon ? Ça fait au moins 20 ans. Hein. Mais plus que ça, là, on dit on veut aucun document qui est demandé, qui est disponible dans une administration. Moi, j'ai affaire aux administrations, c'est impensable. Impensable. Pourtant, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, par la technologie, est extrêmement faisable. Deuxième chose, dans le texte, on parle beaucoup du capital marocain. La réalité du capital, elle est aussi à l'étranger. Et il y a énormément de fonds, aujourd'hui, qui sont lancés pour la région, pour le développement de l'économie régionale, mais impossible aujourd'hui pour eux de s'implanter au Maroc. Moi, je suis aujourd'hui assez impliqué dans le domaine entrepreneurial.
Quand il y a un venture capitaliste qui veut investir dans une boîte au Maroc, il lui demande de s'implanter à Dubaï ou de s'implanter à Paris ou à Lisbonne. Parce qu'il n'a pas confiance dans le système juridique, parce que les lois aussi de remontée de dividendes et de contrôle, parce que les statuts même de la SA ne sont pas adaptés à l'économie actuelle. Donc des éléments assez faciles, assez basiques, mais qui aujourd'hui ne sont pas présents. La question, on ne va pas ouvrir le débat, mais je vais souligner, parce que ce débat-là, ça fait 25 ans que je l'entends. D'accord, il n'y a rien de neuf. Tous les ministres ont eu ça, tous les ministres ont eu à affronter ces sujets-là et ont pris des mesures. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est ça la question, c'est pas de dire il faut faire ça. C'est pourquoi on y a pensé il y a 25 ans, qu'on a essayé, qu'on n'y est pas arrivé. Qu'est-ce qui a fait améliorer les choses? Moi, je me souviens de la discussion sur le code des investissements en 98-99. Tous ces sujets étaient sur la table. Tous. Et on les posait dans ces termes-là. Le vrai sujet aujourd'hui, si on veut toucher le cœur du problème, c'est non seulement de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais voilà comment il faudrait le faire. Et voilà les résistances que ça va affronter, et voilà comment surmonter les résistances. Si on ne donne pas le mode opératoire entièrement, c'est de l'incantation, et on va rester dans l'incantation encore 20 ans, et dans 25 ans, on entendra la même chose. Écoutez, on peut discuter. Mais je m'excuse, c'était une parenthèse que j'ouvrais, mais je voulais insister sur ce point parce que c'est un point qui est... On fait attaquer alors que... Non, absolument pas. Là, c'était pas du tout à destiner à vous attaquer, pas du tout. Je parle de mon au contraire, ce que vous dites est tout à fait fondé. Je parle de mon point de vue en tant qu'investisseur aujourd'hui dans le pays, oui. Et en tant aussi de quelqu'un qui est intéressé par la chose publique. Et je pense, moi, après mon retour maintenant, après 10 ans que je suis là-dessus, je pense réellement qu'il y a un manque de courage assez clair à ce niveau-là, de façon assez forte, et de manque de radicalité dans les prises de décision. Pour moi, la radicalité, c'est la force. On n'a pas besoin d'une loi qui fait 15 pages. Une loi de 3 lignes pour dire, vous avez 1 an et demi pour éliminer 90% des autorisations. Un mois. Qu'est-ce qui empêcherait de faire ça? Moi, je ne comprends pas aujourd'hui ce qui empêcherait de faire ça. Il y a une volonté politique. Moi, je vous dis qu'il y a aujourd'hui des lois. Voilà, il y a des lobbies, il y a des éléments. Mais on a fait ça avec la Banque mondiale en 98. On a écrit le pacte de bonne gestion. Youssef Tazi, tu connais bien, y était avec nous là-dedans. D'accord? Avec tout ça. Pourquoi ça se fait pas? Donc la radicalité, il faudrait faire une séance, une rencontre sur la radicalité. Franchement, et je serais preneur, vraiment. Absolument. Ça serait vraiment intéressant de discuter de cela, parce que sinon, on va avoir de l'incantation. Et on est encore dans l'incantation. Si on écoute les discours royaux sur les autorisations de 2 mois, les choses qui sont, ça n'existe pas dans les faits. Quand vous allez dans l'administration, ça marche pas. Non, parce que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. C'est plus l'idée, c'est pourquoi ça marche pas. Vous avez raison, mais la loi est prête. Elle est dans les circuits. C'est la 2e année d'affilée dans l'université d'été de la CGM dans l'emploi. Et pourtant, c'est le temps de la politique qui aujourd'hui n'est plus adapté au temps de l'économie actuelle aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est le premier point. Puis le dernier point, et là, dernier point peut-être c'est par rapport à l'économie sociale, un peu ce qui a été discuté, mais plus que l'économie sociale, c'est un peu tout ce qui est éducation, santé aujourd'hui. Il y a un dogme autour du rôle de l'État là-dedans. Et aujourd'hui, on entend beaucoup par rapport... Moi, je pense qu'aujourd'hui, les ressources de l'État, que ce soit en compétences, etc., ne sont pas suffisantes. Il faut qu'il y ait toujours un socle. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, beaucoup d'innovations dans la santé, dans l'éducation, pour pouvoir ouvrir ça de façon beaucoup plus claire. Et là, ça va aussi beaucoup avec la réglementation, parce qu'aujourd'hui, une medtech au Maroc est infaisable. Impossible qu'elle puisse s'implanter au Maroc. Quelqu'un qui veut développer on va dire un cursus par e-learning adapté à une population marocaine, etc. Il lui faut 3 ans pour avoir une autorisation. S'il a l'autorisation, entre-temps, tout est... Beaucoup de choses à ce niveau-là. Et moi, ce que j'aimerais revenir là-dessus, c'est une question de cohérence. D'accord? À la fin, ça revient toujours à ça. Qu'est-ce qu'on veut? D'accord? Qu'est-ce qu'on veut de notre société? Si on veut que la cohérence, ça soit le citoyen, l'entrepreneuriat, etc., allons jusqu'au bout. On ne fait pas la demi-mesure où on a un discours par là et la réalité des faits de l'autre côté. Et honnêtement, c'est la grosse frustration de notre génération, parce que ma génération, vous connaissez, je vois si Zouaoui ici, etc., ma génération à moi, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger aujourd'hui. Et ça, ce qui est dommage, parce qu'on a ce qu'on forme en termes qu'élite, je pense qu'il n'y a aucun pays de la région ne forme autant, malgré notre système éducatif. Si on prend la somme de ceux qui sont formés aux États-Unis, au Maroc, en France, dans les grandes écoles, dans le top 5, on a de quoi faire beaucoup plus que... D'ailleurs, on ne rentre pas parce que l'économie ne leur offre pas assez d'opportunités à ce niveau.